On essaie de faire en sorte que ça ne coûte pas très cher au départ. Et là, on gagne les gens à ce service. Tout le monde est content pendant un certain temps, mais évidemment, la réalité nous rejoint par la suite. Donc, on n'a pas fait les primes au niveau qu'il devait être. Et là, on s'est lancé dans une spirale extrêmement difficile de sous-financement, de sous-financement. Et du coup, on a dû doubler, tripler à un moment donné les primes. Et là, tout le monde était scandalisé. Mais la raison, c'est qu'on a commencé trop bas. On pense que si on a pu arriver jusqu'au point où nous sommes, ce que nous avons gagné, ce sont des acquis. Il s'agit de rien faire, d'empêcher les gens de modifier la situation et tout ça restera à nous. Moi, au Québec, j'aimerais ça gagner 100 000 $ aujourd'hui. Parce que dans le fond, c'est Québec qui financerait l'éducation de mes enfants. Puis ça n'a pas de bon sens, ça. Okay? On finance actuellement autant l'éducation des familles les plus riches que de la famille monoparentale qui gagne 12 000 $ dans Hochelaga Maisonneuve. Puis parallèlement à ça, ben il y a un étudiant sur 5 qui bénéficie de l'aide financière aux études puis qui rembourse son prêt le jour de l'échéance. La façon dont ça fonctionne présentement, la subvention généralisée aux études universitaires est une sorte de taxation régressive, donc c'est l'ensemble des contribuables, l'ensemble de personnes qui ne bénéficient pas parfois d'études universitaires qui subventionnent les plus riches et les hauts salariés de demain. Le mur à mur, c'est le meilleur moyen de rendre les riches plus riches et de rendre les pauvres plus pauvres. Okay? Est-ce que c'est certainement égalitaire, mais est-ce que c'est équitable? Ne faisant pas face à ces responsabilités, on essaie de les refouler en arrière, qui évidemment vient tomber sur la génération qui suit. Et je pense que ça, c'est un problème d'inéquité considérable intergénérationnelle. Trop souvent, au Québec, pour des raisons de soutien aux plus démunis, dans le fond, on impose à tous des programmes universels. Sauf qu'on confond accessibilité et gratuité ou quasi-gratuité. On a une espèce, dans le fond, de remède de cheval pour régler un problème qui ne concerne pas tout le monde. Hein? On a l'universalité pour à peu près n'importe quoi pour régler un problème d'accessibilité qui est quand même assez limité dans la population. À vouloir tout offrir gratuitement à tout le monde, bien, à un moment donné, on n'a plus les moyens d'offrir des services de qualité. Donc, il y a plein de gens qui profitent du régime tel qu'il est et qui peuvent se dire « Pourquoi changer les choses si je deviens perdant? » C'est vrai de tous ceux qui se sont développés au sein de la fonction publique, et dans le cadre de la croissance de l'État, tous ceux qui ont profité des largesses de la Révolution tranquille, notamment le monde syndical, qui s'est vraiment façonné autour de ça. Puis on le voit aussi chez tous ceux qui ont profité de la progressivité du système fiscal québécois. Il y a à peu près 42 % des contribuables qui ne paient pas d'impôts. Quand on ne paie pas d'impôts, on n'est pas très fâché contre le fait que l'État puisse trop dépenser ou mal dépenser. Ça ne nous concerne pas beaucoup. Une des caractéristiques de la pensée magique, c'est d'être incapable d'apprendre des erreurs. Au contraire, elle se caractérise, cette pensée, par une persévérance dans l'erreur. On retrouve un peu ce qu'on voyait en Union soviétique sous le régime de Staline. Le bolchevisme, l'idéologie bolchevique avait catastrophé la société soviétique. Et quel était le problème? C'est qu'on n'était pas encore allé assez loin dans le bolchevisme. On retrouve un peu la même chose ici. Si l'État est appauvri, si l'État québécois est affaibli, c'est qu'on n'est pas allé encore assez suffisamment à gauche. Gauche veut dire générosité et changement. Droite veut dire statu quo et injustice et insensibilité aux autres. Quand on regarde le débat actuel au Québec, les grands combats, qui sont souvent des combats politiques menés par les syndicats, sont des combats pour que les choses ne changent pas. Et donc, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, on pourrait dire que la droite a changé de camp et que les révolutionnaires de 1960 sont devenus le clergé des années 90 et 2000. C'est quand même bizarre. Même dans le débat fiscal, les grandes confusions que l'on a sur le modèle québécois se manifestent de façon assez éclatante. Ce qui est bizarre dans nos débats sur les tarifs, puis la confusion avec les impôts, c'est qu'on a l'impression que se battre contre les augmentations de tarifs d'État au Québec est une cause juste. Se battre pour le gel des frais de scolarité est une bataille progressiste et qu'on défend les pauvres, qu'on est à gauche. Quand en fait, il suffit de regarder à qui profitent ces choses-là.
Et là, il y a une confusion complète dans la situation parce qu'on voit mal pourquoi ce sont des gens de gauche qui s'objectent à la hausse des tarifs d'électricité ou à la hausse des tarifs des frais de garde ou à la hausse des tarifs de la scolarité. Parce qu'effectivement, ça contribue davantage à faciliter la vie des personnes mieux nanties. En gros, la courbe, ça serait que plus on est riche, plus le cadeau lié au tarif est grand. Ce qui est le contraire d'une mesure progressive. C'est une mesure régressive qui satisfait les riches et qui nuit aux pauvres. Et donc, ce sont des mesures de droite qu'il faudrait combattre. Et moi, je ne comprends pas que les leaders syndicaux, que nos groupes de gauche ne dénoncent pas ces gels de tarifs en disant que c'est une mesure qui nuit aux gens qui sont dans le besoin dans la société. Moi, les débats gauche-droite m'agacent au plus haut point, mais que très souvent, ce qu'on appelle des idées de droite sont vraiment des idées de gauche, en ce sens qu'elles aideraient un grand nombre de citoyens bien mieux que le système actuel. Et donc, en bout de ligne, beaucoup plus de gens seraient gagnants qu'avec la culture du statu quo qu'on a en ce moment. Prenons un exemple concret de ce que ça signifie vivre dans la pensée magique. C'est plutôt un exemple d'un discours de gauche au Québec, le discours de la gauche aux lunettes roses. Alors, dans l'univers réel, la richesse, c'est quelque chose qu'il faut créer. C'est quelque chose qu'il faut bâtir. L'expérience et la science de l'économie nous enseignent qu'il faut, pour bâtir, créer cette richesse, se fonder sur les lois de la concurrence, les lois de la compétitivité. C'est un processus de sueur qui est toujours à recommencer et qui laisse toujours des insatisfaits. C'est comme ça que se crée la richesse concrètement dans le monde réel. Pour la gauche québécoise, en tout cas selon le discours dominant de la gauche québécoise, la richesse, c'est pas quelque chose qu'on a à créer. La richesse, c'est quelque chose qui existe déjà, mais qui est caché à certains endroits dans la société pour essayer d'en priver les pauvres gens qui en auraient bien besoin. Alors, où est-elle, cette richesse-là? Elle est dans les poches des riches. Elle est dans les poches des grandes entreprises. Elle est dans les coffres des banques qui font tant d'argent. Elle est dans les coffres du gouvernement fédéral, hein? Et là, ce qu'il faut faire dans une telle situation, selon les injonctions de cette gauche utopiste, c'est d'aller la chercher, cet argent-là. Et on nous fait miroiter qu'un vrai gouvernement de gauche au Québec irait chercher l'argent où il se trouve et on n'en manquerait pas. Mon père appelait ça « l'argent qui pousse dans les arbres ». Mais il y a une solution. La souveraineté. Pensez au slogan du Parti québécois lors du dernier référendum. Oui, et ça devient possible. Dans un Québec souverain, les frais de scolarité au niveau universitaire disparaîtront. Il n'y en aura plus. Dans un Québec souverain, nous aurons le mode électoral à la proportionnelle. Et lorsque nous serons souverains, il y aura des congés parentaux généreux pour tout le monde. Nous vivons sous le poids d'une réalité qui nous apparaît contraignante, qui semble rendre impossible nos fantasmes, nos aspirations les plus folles. Plutôt que d'ajuster nos aspirations à la réalité, on se projette vers cet avenir radieux qui réglera tous nos problèmes. Eh bien, il faut vivre dans cet univers imaginaire où il y a toujours devant nous une espèce de mirage réconfortant qui nous réchauffe le Canadien, comme on dit, qui nous rassure sur le fait qu'on est sur la bonne voie. Nous, on l'a une affaire. On n'est pas comme les méchants Américains. On n'est pas comme les sociétés plus à droite, comme l'Ouest canadien. On est sur la bonne voie. Et on s'en va vers un mur, mais il y a un mur. Face à ce mur, il y a un mirage rassurant qu'on préfère voir. Dans la pensée magique, on préfère voir le mirage projeté sur le mur que le mur qu'on s'apprête à frapper. Vous voyez comment on est pris dans un certain dilemme lorsqu'on est dans une situation politique. La population vieillit. Cette population vieillissante devient ce qu'on appelle le votant médian, c'est-à-dire la personne qui va faire élire le gouvernement parce que c'est le groupe le plus nombreux. Ils vont exiger des services qu'ils n'auront jamais payés dans une certaine mesure parce que les gouvernements n'osent pas les faire payer pour les services qu'ils vont utiliser. Et ce faisant, on met la pression sur des plus jeunes, sur une population active qui devient de moins en moins grande. C'est risquer carrément l'éclatement de la société à ce niveau. Qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? Bon, on voit une réaction des gens
qui se prémunissent instinctivement contre ça. Hein? Et ça, c'est en partie les grèves des étudiants, c'est en partie des protestations par énormément de jeunes dans la société qui disent, écoutez, nous, on n'est pas là juste pour payer ce qui a été dépensé et qu'on n'aura jamais utilisé, puis demandez-nous en plus de payer pour nous ce qu'on aura à consommer plus tard. Insoutenable. À quoi on peut s'attendre? Le scénario qui me paraît le plus plausible, c'est celui d'un Québec qui s'enfonce doucement, qui perd un peu de sa capacité concurrentielle, qui s'en aperçoit pas trop. On perd certains secteurs parce qu'on n'est pas assez agressif, qu'on s'appauvrit doucement par rapport aux gens qui nous entourent, et donc on s'accoutume à une certaine médiocrité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, il nous reste peu de temps pour le faire. Soyons réalistes. Il n'y aura aucune modification, aucun changement de politique qui n'aura pas ses coûts. Ma crainte, c'est que on s'en aperçoive trop tard avant de réagir. À la fin, on sera tous égaux, mais tous également pauvres. Et je pense que ça, c'est pas souhaitable pour ni l'un ni l'autre, puisque c'est pas l'objectif d'être pauvre dans une société, même si on est égal. Individuellement, chaque jeune est plutôt optimiste au Québec quant à son avenir. Les jeunes pensent que leur réussite personnelle est possible, mais que collectivement, ces mêmes jeunes ne voient pas le bout du tunnel. Et qu'est-ce qui rend la situation encore plus inquiétante aujourd'hui, c'est que nous sommes la génération, les jeunes qui sont ici, nous sommes la génération la plus éduquée que le Québec ait eue, et que le savoir, il n'y a rien de plus mobile que ça.